bien, démarrons cette session. Encore une fois, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions au fur et à mesure. Nous tâcherons d'y répondre et l'idée étant d'être le plus dynamique possible. Nous serons deux pour cette présentation aujourd'hui. Donc moi-même, Nicolas, plutôt côté commercial. Ça fait 11 ans que je suis chez EZ France. Sur la partie services clients finaux, le but étant pour tous nos clients ou prospects d'avoir un point d'entrée pour nos clients auprès d'éditeurs, notamment pour tout ce qui va être de traiter des questions produits. Et je serai accompagné de mon collègue Benjamin Malizia, qui lui est donc un de nos ingénieurs sur l'équipe avant-vente, qui accompagne donc l'ensemble de nos clients sur des présentations et éventuellement des prestations de transfert de compétences ou déploiement, qui lui est chez Z depuis maintenant 14 ans. Parfait. Donc le sujet sera traité en vraiment trois grandes étapes. Un récap vraiment, et on va dire une introduction du sujet des vulnérabilités des CVE pour les personnes qui, on va dire, qui démarrent sur cette problématique. Derrière, on va dire une présentation théorique de la façon dont on va gérer le sujet, très rapide. Et derrière, donc vraiment une démo produit euh, de façon à rester, à aller dans le concret, qui sera assuré par Benjamin. Sur la partie éditeur, juste pour une intro pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, EZ est un éditeur européen. Nous sommes même définis comme étant le premier éditeur européen sur tout ce qui est vente de logiciels de sécurité des endpoints sur la partie B2B. Donc c'est une position que l'on occupe depuis un certain temps. Et donc EZ est européen puisque notre siège est situé en Slovaquie, à Bratislava. Donc c'est vraiment notre siège historique. À savoir que EZ a également une politique de représentation et de proximité avec donc des entités dans les principaux pays. EZ France, aujourd'hui, à titre d'information, c'est quasiment une centaine de personnes, ce qui va nous permettre notamment d'assurer une proximité commerciale et aussi et surtout, je veux dire, la possibilité d'avoir des équipes techniques pour tout ce qui va être support, suivi client et, si besoin est, prestations. Et à savoir donc dans les points importants que KZ a maintenant même quasiment 35 ans d'expérience sur le marché de la cybersécurité, puisque nos premiers produits, Note 32, ont été codés fin 80. Et donc c'est une expérience et une pérennité qui font que KZ est une entité qui est rassurante sur le sujet de la cybersécu. Et dernier point important peut-être pour moi, EZ est une entité qui reste détenue par ses fondateurs. Et ça, c'est un point qui nous distingue de beaucoup d'éditeurs sur le marché. C'est important pourquoi? Parce que justement, ça nous permet d'avoir une vraie autonomie en termes de choix, d'orientation technologique et de ne pas faire pâtir nos clients de certains choix, comme on peut le voir ces derniers temps sur certains éditeurs. En termes de rayonnement et de présence, EZ est présent partout dans le monde, que ce soit en termes de bureaux, de laboratoires ou même de clientèle. Sur la partie clientèle, pourquoi cela est important, c'est que ça nous permet d'avoir une véritable visibilité de ce qu'est l'activité malware, de ce que sont les vulnérabilités, etc., sur les différents applicatifs partout dans le monde. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment une clientèle on va dire, la plus importante possible et qu'elle soit répartie sur tous les continents, sur tous les pays. Pour nous, en tant qu'éditeur, en termes de visibilité, c'est vraiment un point crucial. Et le fait que nous soyons un éditeur européen fait que l'on est vraiment présent sur tous les continents. La partie récompense, alors je vous la passe rapidement. Je vous invite à éventuellement plutôt vous adresser à vos commerciaux ou le vérifier directement sur Internet. Mais ce qui est important, c'est qu'EZ se soumet depuis des années à énormément de tests de laboratoires indépendants et nous obtenons toujours d'excellents résultats avec notamment un très bon ratio de détection versus l'impact sur l'utilisateur, que ce soit en termes de ressources système, faux positif. Et pour finir sur EZ, avant de passer au sujet concrètement, ici quelques références clients. Euh, L'idée étant qu'aujourd'hui, en fait, surtout, on peut vraiment traiter tout type de clients, qu'on soit sur du privé, du public. On fait du multi-OS, Windows, macOS, Linux. EZ travaille tant en cloud qu'en on-premise. Donc, c'est vraiment des points importants qui nous permettent de travailler, encore une fois, avec tout type de clients et de sujets. Donc, ce qui nous permet d'adresser aujourd'hui aussi des clients tels que la Gendarmerie nationale, qui est le plus gros client français, chez qui nous protégeons d'ailleurs même 100 000 machines aujourd'hui, avec la particularité qu'on est à 90% sur du Linux. Donc voilà pour la petite intro rapide qui pouvait être intéressante pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, qui ne travaillent pas encore avec nos solutions, avec EZ.
Je vais du coup maintenant vraiment faire une intro sur le sujet des vulnérabilités et des CVE, tout simplement pour ensuite introduire les solutions que l'on propose tant en termes de produits que d'administration. Donc la partie vulnérabilité, très simplement, la façon dont on va la définir, c'est tout simplement une faille, une porte d'entrée, que ce soit vis-à-vis d'OS ou d'applicatifs, qui va permettre éventuellement de compromettre un système. Et du coup, bah, ces vulnérabilités, elles existent, elles peuvent être le fait de différentes raisons, des erreurs initiales sur du code, sur la programmation, des problèmes de configuration. Ce qui est important, et aujourd'hui, on va avoir un certain message qui va être de dire attention, les vulnérabilités sont là, il faut les corriger. Ce qui est important quand même pour nous en termes de discours vraiment cyber-sécu, c'est que les vulnérabilités, les CVE, elles sont là. Il faut admettre qu'on en a, qu'on en aura toujours. Et aujourd'hui, bah, dans un SI, malheureusement, il y aura quasiment toujours des vulnérabilités. L'idée étant de dire qu'on ne veut pas non plus avoir un discours trop alarmiste. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir un discours plutôt rassurant en disant il y a des solutions qui existent pour corriger le tir. Mais le fait d'avoir des vulnérabilités est quelque chose de normal en soi, malheureusement, quelque part, hein, mais c'est une problématique qu'il faut admettre. C'est ça le point de départ, en fait, c'est de dire qu'il faut admettre qu'il y a des vulnérabilités, qu'on en aura toujours sur nos parcs, sur nos machines. Et bah, l'idée, c'est de tendre vers la résolution au maximum avec les différents outils qui pourraient être mis à votre disposition. La partie donc prise de connaissance d'une CVE, elle se fait par différentes façons. Ça peut être par l'éditeur lui-même qui se rend compte d'une faille. Ça peut être par des analyses par des sociétés spécialisées, notamment sur du bug bounty. Et puis, bah, bien sûr, le cas que tout le monde redoute, la découverte d'une faille par, euh, par une des entités avec des intentions malveillantes, où bah, du coup, on va malheureusement se rendre compte éventuellement de failles dès lors qu'il y aura des attaques. Et c'est bien sûr ce que l'on veut éviter dans tous les cas au maximum. Pour traiter les vulnérabilités, a été créé le concept de CVE, donc Common Vulnerabilities Exposure, qui est donc un terme qui a été créé par Mitre, qui est une entité vraiment de cyber, qui est aussi connue pour son référentiel Mitre et Attaque, très utilisé sur la partie EDR. Donc Mitre est une entité qui a grosso modo proposé un référencement complet de l'ensemble des vulnérabilités connues. Euh, donc ça permet, enfin l'idée c'était vraiment de créer ce listing pour permettre à toutes les personnes qui gèrent et qui pilotent des SI d'avoir une visibilité sur quelles sont les failles, les CVE connus par rapport aux OS et aux applications qu'ils exploitent au quotidien sur leur SI. La partie CVE, grosso modo, l'idée c'était de créer donc ce listing par rapport donc des codes. Chaque faille va avoir son propre code CVE avec le CVE, la date, l'année donc de découverte et ensuite un code donc sur du numérique. Et l'idée étant de pouvoir assez rapidement donc aller se renseigner, se documenter par rapport encore une fois aux failles qui pourraient exister sur nos propres SI. Et à ces CVE en fait, ce qui est important, c'est qu'on va leur associer un code qu'on appelle CVSS qui va en fait définir quelle est la gravité de cette CVE, ce qui va ensuite permettre de prioriser le traitement justement des vulnérabilités. Et c'est ça qui est important, je vous le disais tout à l'heure en intro, des failles, des CVE, on en a tous. L'idée surtout, c'est de l'identifier et de prioriser ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à résoudre vraiment pour être le plus efficace possible. Et donc ce score CVSS, il va notamment en fait être calculé par rapport à, on va dire, à deux choses, si on devait résumer la chose ainsi, la complexité d'exploitation de la CVE et l'impact que cela pourrait avoir. Et cela va nous donner une note qui va de 1 à 10, 10 étant bien sûr une CVE qui sera la plus dangereuse possible parce qu'elle serait à 10, elle serait facile à exploiter et son impact serait redoutable. Vous aviez là un exemple avec Log4Shell, mais malheureusement, il y en a plusieurs. Le message, alors, même si on n'est pas toujours fan des messages un peu alarmistes comme ça, c'est de dire qu'encore une fois que les CVE, elles sont là, elles existent. Il faut vivre avec. Il y en a de plus en plus. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de CVE? C'est aussi parce qu'il y a de plus en plus d'applicatifs. Donc, il y a quand même une augmentation, on va dire, qui est naturelle sur le sujet. Mais malgré tout, le fait est que ces CVE sont de mieux en mieux, on va dire, exploités aussi parce que derrière, il y a un côté professionnalisation des groupes d'attaquants
Et c'est pour ça qu'il faut vraiment traiter ce sujet et ne pas le laisser de côté. Donc, on en arrive à cette conclusion, en tout cas sur la partie introduction sur le sujet des CVE. Elles sont là, elles existent. Aujourd'hui, on a des moyens de les identifier. L'idée, ça va être vraiment d'être sur ces actions-là, identification, évaluation, savoir ce qu'on a en face de nous, prioriser les actions à réaliser et derrière, déployer des correctifs pour s'en prémunir. Donc pour ça, il y a différents outils. Donc on en arrive maintenant au concret et on va dire à la partie réponse des aides. Il y a des outils qui existent pour gérer le sujet des vulnérabilités avec à la fois une identification, une découverte de ces vulnérabilités par du scan et derrière de l'application de correctifs par du patch management. Donc l'idée, c'est d'avoir une vérification en permanence de ce qu'il y a en termes de failles, de vulnérabilités sur les machines, quelles qu'elles soient, sur OSI, avec derrière une identification qui sera mise à disposition. L'idée, donc, c'est vraiment de faire du scan et de l'analyse en continu. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial parce que c'est un sujet qui est récurrent, encore une fois. Identifier donc quelles sont vraiment les vulnérabilités les plus importantes, y remédier notamment par des applications de correctifs. Et on va le voir aujourd'hui, l'idée avec nos outils, c'est d'avoir une automatisation, notamment sur tout ce qui sera poste de travail, avec des mises à jour qui pourront être, et du patch management qui pourra être automatisé sur vos parcs, soit avec des fonctionnements whitelist ou blacklist, en choisissant si on veut mettre à jour uniquement certains applicatifs ou l'ensemble des applicatifs, sauf quelques-uns qui sont plus critiques. Et puis ensuite, garder la main peut-être soit sur les applicatifs, soit sur les assets, les machines les plus critiques, pour peut-être avoir une application de correctif manuel quand cela est nécessaire et que on est sur des parcs un peu plus touchy pour vraiment gérer la chose. Ensuite, vérifier où on en est, est-ce que les applicatifs sont bien été appliqués et où on en est grosso modo, et on est sur une chaîne qui va être continue. Et ce fonctionnement-là, c'est celui qu'il va falloir essayer d'avoir en permanence et sur lequel il faudra essayer d'être proactif. L'application donc on va dire de correctif de façon automatisée, généralement, ça va être quelque chose qui va être facile, qui va être important parce que c'est de la facilité, c'est du temps de gagner pour les administrateurs et ça va aussi être là la clé du sujet. On va être sur une réduction des risques, au moins partielle, en automatisant le sujet de façon assez simple. Et puis, l'idée, c'est qu'on est sur quelque chose avec des outils aujourd'hui qui sont utilisés, qui sont monitorés par une console d'admin. On va être sur quelque chose d'assez facile à déployer, qui va être facile à monitorer. Et l'idée étant, encore une fois, de tendre vers une sécu qui soit la plus complète et la plus homogène possible. Donc, pour ceux qui connaissent déjà nos solutions, qui les exploitent déjà au quotidien, que vous soyez partenaires ou clients finaux, sur cet outil, on sera donc sur sur la même console d'administration que celle qui nous sert aujourd'hui à administrer notre PP et nos solutions de façon générale, la console EZ Protect. À savoir que sur cet outil spécifique, on aura la nécessité d'être sur une interface cloud. C'est une des spécificités. Il y a peu de features qui nécessitent spécifiquement d'être en cloud. Pour le coup, c'est l'une d'elles. La partie donc scan de vulnérabilité, patch management nécessite aujourd'hui d'être en cloud sur nos solutions. Donc voilà, l'idée surtout, c'est de pouvoir tout gérer d'un point central. Derrière, Benjamin pourra vous le présenter par de la démo. Encore une fois, c'est vraiment une facilité pour les administrateurs, même interface. On est dans les mêmes politiques d'administration. Et encore une fois, l'idée, c'est d'aller au plus simple parce que très souvent, c'est la simplicité qui fait que on va pouvoir mettre la main à la pâte plus facilement quand on est sur des choses qui sont trop complexes, quand on est sur X interface, le fait est que ce sont des choses qu'on va éventuellement délaisser, sur lesquelles on va être moins proactif, moins sur de la supervision quotidienne. Et le fait d'avoir ce type de sécu d'intégrer dans votre gestion de l'EPP, du endpoint, permettra d'avoir une certaine facilité et un côté naturel dans le traitement du sujet, avec la partie administration et la partie supervision avec des dashboards qui, encore une fois, si vous connaissez nos solutions, vous êtes sur quelque chose de connu. On est sur le même type de graphe, même type d'outils. Et l'idée va être de remonter forcément ici des choses qui sont très spécifiques et liées aux vulnérabilités. Petit point sur le traitement du sujet, tant sur la partie scanning que la partie patching. Aujourd'hui, donc, on pourra tout faire sur de l'OS Windows et
sur la partie macOS et Linux, il y a encore des choses qui sont en termes de développement et de roadmap. Faut savoir que c'est un outil qui reste récent, on va dire, à l'échelle des Z. Je vous disais que les Z, c'est quasiment 35 ans d'existence sur la partie cybersécu. C'est un outil qui a grosso modo 2 ans chez nous. Donc certaines features sont encore en roadmap. Par exemple, sur la partie macOS, nous n'avons pas aujourd'hui à disposition tout ce qui va être scan de vulnérabilité et patching sur l'OS. Et sur les Linux, ce sera sur tout ce qui va être patching de façon générale, en sachant que ce sont des choses que l'on veut implémenter à terme. Et en termes de licensing, pour ceux pareil, qui connaissent un petit peu notre licensing par licence, par bundle, on va avoir aujourd'hui 2 bundles qui vont nativement intégrer donc des fonctionnalités scan de vulnérabilité et patch management, à savoir EZ Protect Complete et EZ Protect Elite. Donc encore une fois, que vous soyez prospect ou client, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos commerciaux EZ ou de vos partenaires revendeurs afin d'obtenir des indications sur ces métriques, sur ces bundles. D'ailleurs, je passe le message. Aujourd'hui, EZ a une distribution 100% directe par des partenaires, par des marchés. Quand je dis donc adressez-vous, vous pouvez vous adresser à mon équipe, à des commerciaux EZ, c'est plus pour la partie produit. La partie, elle, contractuelle, se fera directement avec nos partenaires ou via des marchés. Donc voilà pour cette intro générale et pour poser le sujet. Donc on a vu grosso modo qui était Z, quel est le sujet donc de la vulnérabilité, d'où proviennent ce terme de CVE, et derrière donc quels sont les types de process, de solutions que l'on va proposer. On va maintenant switcher à une partie de démo pour que vous voyez justement notre interface et comment on va gérer directement l'outil. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous pourriez avoir au fur et à mesure. Normalement, j'ai lancé le partage de mon côté. Est-ce que vous avez bien c'est tout mon bon. écran sous les yeux? Ouais. Ok, parfait. Donc, merci Nicolas pour toute la partie présentation théorique. Maintenant, on va voir ça un petit peu dans le dur, dans le live avec la console d'administration. Donc, vous avez effectivement cet onglet de gestion des vulnérabilités, des correctifs qui est disponible dans la console cloud. Si évidemment, vous n'avez pas de licence qui permet de gérer ces fonctionnalités, le tableau de bord sera un peu flouté, comme je l'ai là, par exemple, sur le MDR. Il n'est pas activé sur cette console. Ça ressemblera à ça. Vous n'aurez pas d'éléments. Par contre, quand c'est activé, vous avez bien les points, les chiffres clés concernant cette fonctionnalité qui apparaît, notamment les principaux ordinateurs qui remonteraient un grand nombre de vulnérabilités, avec les 2 colonnes, les vulnérabilités critiques et les vulnérabilités moyennes. Donc là, on voit tout de suite les machines. On voit aussi quelles sont les applications qui vous remontent le plus de vulnérabilités. Celles qui disposent d'un correctif, puisqu'à noter que on a un catalogue de remontée de CVE qui est plus grand que ce qu'on a en termes de patching. Le patching, on pourra le voir d'ailleurs dans une politique, concerne surtout tout ce qui est application bureautique, ce qu'on va retrouver assez de manière récurrente sur les machines. Et évidemment, on n'a pas tout ce qui est applicatif métier. Enfin, applicatifs métiers, on va dire développer maison, les applicatifs métiers qui ne sont pas référencés. Donc, pour l'activation de cette fonctionnalité très simple, soit vous voulez l'activité sur l'ensemble de tout le parc et vous allez dans cette section qui s'appelle module de plateforme, où vous pouvez tout simplement choisir ici sur la gestion des vulnérabilités, des correctifs, le fait de l'activer sur l'ensemble des machines compatibles. Donc là, c'est mon cas. Si jamais vous vouliez l'activer uniquement sur une population de postes restreints, on peut le faire aussi par le biais des groupes, c'est-à-dire que dans votre arborescence, si par exemple là je voulais le faire que pour mes machines en domaine sur le domaine Labs démo local, eh bien je prends le groupe, ça concerne évidemment toutes les machines qui sont dans ce groupe et dans les sous-groupes, et vous pouvez faire un peu la même chose avec module de plateforme ici et activer la gestion des vulnérabilités et des correctifs. Donc là, on est vraiment sur l'activation simple de cette fonctionnalité. Quand on active cette fonctionnalité, on n'a que la partie remontée des CVE. Évidemment, le patching
en tout cas lors de l'activation par défaut, reste manuel. On ne va pas patcher en automatique juste par ce simple clic. Ça a quand même un impact important sur le poste. Et donc, le patching automatique, les correctifs automatiques, ça va se mettre en place au travers d'une politique de sécurité que je vous montrerai juste après. Donc là, quand vous faites ça, ça active la remontée des CVE et le patch manuel qu'on verra dans la gestion des correctifs. Juste à noter aussi pour savoir que cette fonctionnalité est bien en route sur vos postes et serveurs, vous avez une petite icône dédiée à cette fonctionnalité qui est l'espèce de bouclier avec un pansement. Et quand vous passez la souris dessus, on voit bien que c'est la gestion des vulnérabilités des correctifs. Donc, c'est un moyen visuel très, très facile de retrouver, de savoir que votre poste est bien activé avec cette fonctionnalité. Sinon, vous avez aussi des filtres rapides, filtres avancés, pardon, si vous vous positionnez à la racine de tous vos postes sur le groupe tout, vous avez ces filtres avancés où vous pouvez savoir aussi tout de suite quelles sont les machines qui ont cette fonctionnalité activée. Là, je vois qu'il y en a 7. Et quand je clique dessus, j'ai les 7 machines concernées qui présentent cette fonctionnalité activée. Donc sinon ensuite, quand on va aller dans le détail dans la vue vulnérabilité, on va voir un listing de toutes les CVE qui sont remontées sur les postes et serveurs sur lesquels la protection est mise en place. Quand on clique sur l'une de ces CVE, on a donc du détail, comme on avait parlé Nicolas, on a le détail de la CVSS, donc le score de vulnérabilité. Vous avez du détail une description qui vous donne déjà assez d'éléments pour essayer de comprendre ce que permet de faire cette vulnérabilité. Mais vous avez aussi surtout le lien vers l'éditeur qui lui donnera un maximum de détails sur effectivement la CVE en question. Dans cette section, on l'avait déjà vu dans le tableau de bord, mais vous pouvez regrouper facilement par application pour savoir quelles sont les applications qui vous exposent le plus en termes de nombre de CVE. Et là, par exemple, dans cette liste, on voit que le Firefox est l'application qui remonte le plus de CVE. Donc ensuite, pour corriger, on va passer juste dans l'onglet juste en dessous de vulnérabilité qui est gestion des correctifs. Et là, on va pouvoir patcher. Par exemple, ici, je vois que cette machine Windows 11 ESA Hub est en version 133.0.3 avec des CVE associés. Et le patching me mettrait la version en 134.0. Donc, ça va, en fait, quand on déclenche le patch manuel, ce qui va se passer, c'est que la machine ciblée par ce patch va contacter l'éditeur, donc en l'occurrence là le site de Mozilla, pour télécharger la dernière version de Firefox et l'installer en remplacement de l'ancienne version qui était soumise à ces CVE. À noter qu'on peut utiliser notre module EZBridge si jamais les machines n'avaient pas les accès Internet directs vers ces sites éditeurs, ou si on veut faire tout simplement transiter par notre relais de communication vers l'extérieur, le EZBridge permettra de faire la transition si les machines n'ont pas accès à Internet. Donc ça, on est sur du patch manuel, comme on le disait. Et pour les postes de travail uniquement Windows, il est possible de mettre en place du patch automatique. Donc j'en ai parlé, ça se fait au travers d'une politique de sécurité. Donc c'est directement le produit Endpoint qui va se charger de faire et cette remontée de CVE et le patch automatique. Donc il n'y a pas, contrairement à d'autres produits comme le chiffrement complet des disques ou notre XDR qui nécessite l'installation d'un agent complémentaire. Pour la partie scan de vulnérabilité patch management, c'est directement le endpoint qui s'en occupe. Donc, c'est juste une question d'activation de licence et de paramétrage. Donc, quand on regarde dans la politique des endpoints, on va pouvoir se positionner ici dans gestion des vulnérabilités des correctifs. Donc bon, déjà, le fait de l'activer, l'action que je vous avais montré tout à l'heure qui active pour soit l'ensemble des machines, soit un groupe de postes, met déjà cette partie en place, à savoir l'activation de la fonctionnalité et l'utilisation de la licence associée. Là, ce qu'on va pouvoir gérer, c'est ici les options pour avoir le patching automatique des applications, le patching automatique du système d'exploitation, quand c'est supporté, mais là, en l'occurrence, sur Windows, c'est bien le cas.
Et intéressant, les options de redémarrage. On sait que certaines applications et encore plus les patchs du système d'exploitation peuvent nécessiter un redémarrage. Donc, plutôt que d'avoir des machines qui seraient sur un statut d'alerte en disant en attente de redémarrage, ce qu'on va recommander, c'est de planifier ce redémarrage en indiquant que oui, dès lors qu'un patch va nécessiter le redémarrage, on va effectuer ce redémarrage. Par contre, plutôt que de le faire à n'importe quel moment de la journée, au risque que l'utilisateur en plein travail se voit sa machine rebootée, c'est généralement pas une situation agréable, hein, puis on va vous le remonter. Là, ce que vous pouvez faire, c'est de laisser la possibilité à cet utilisateur de reporter son démarrage pendant une durée que vous estimez être bonne. Donc, on peut dire par exemple pour 24 heures. Et en fait, quand les patchs vont se mettre en œuvre, et que le redémarrage sera nécessaire, l'utilisateur sera alerté comme quoi son poste doit être redémarré, mais pourra juste différer pendant la période de grâce qui a été définie dans ce paramétrage. Donc là, pendant 24 heures, l'utilisateur pourra reporter ce redémarrage. Évidemment, plus il y a des pop-up réguliers qui préviennent l'utilisateur qu'il ne l'a toujours pas fait et qu'il doit l'effectuer, tant qu'il ne l'a pas fait, évidemment. Et plus on s'approche de la deadline, plus le pop-up, je crois que par exemple sur la dernière demi-heure, ça passe en rouge pour lui indiquer que, attention, le redémarrage va avoir lieu s'il ne le fait pas lui-même. Ce qu'on peut gérer aussi dans la partie politique de sécurité, c'est la planification de quand est-ce qu'on va effectuer ces patchs. D'ailleurs, par défaut, la planification, là je l'ai changé, mais c'est, excusez-moi, 18 heures le soir jusqu'à 9 heures le matin. Donc c'est très bien quand les postes sont laissés allumés pendant la nuit. Mais si vos utilisateurs voilà, on peut avoir des cas de figure où ils arrivent à 9 heures le matin et ils repartent à 18 heures le soir. Si la plage, vous n'appliquerez jamais les correctifs si vous n'avez pas une plage cohérente par rapport à quand sont allumés les postes. Ça, je vous recommande quand même, si vous appliquez ce patch automatique, de modifier cette plage horaire. Ensuite, l'espace 10, on demande minimum de gigas, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à changer. Et là, sur cette application des patchs automatiques, on va avoir des options. Notamment, je pense à des clients, des partenaires qui, par exemple, utiliseraient des solutions telles que TeamViewer. TeamViewer, on est sur un fonctionnement en termes de licensing où les licences sont liées à la version. Ça veut dire que si vous avez, je sais pas, une licence pour du TeamViewer 14 et qu'il y a une 15 qui est sortie, ça serait dommage de patcher automatiquement votre TeamViewer, sachant que vos licences ne permettraient plus d'assurer le fonctionnement sur la version supérieure. Dans ce cas-là, ce qu'on peut mettre en place, c'est de l'exclusion. En fait, on a deux méthodes pour appliquer ces patchs automatiques. Soit on applique les patchs automatiques pour toutes les applications compatibles, à l'exception de celles qu'on aura exclues. Et donc là, si je prends cette option-là, je vais pouvoir choisir ici les applications qui sont exclues. Et c'est là où ça vous permet de voir justement quelles sont les applications, sachant qu'on a l'info aussi dans les docs utilisateurs, dans le guide utilisateur de nos produits. Mais si vous avez déjà une console sous le coude, une console cloud, n'hésitez pas à jeter un œil. Vous avez ici le listing de toutes les applications qu'on a compatibles pour le patch automatique. Et donc là, en l'occurrence, si effectivement je veux patcher tout sauf TeamViewer, je vais aller chercher les versions de TeamViewer que je souhaite exclure du patch automatique. Et l'autre option, c'est de dire, voilà, les patchs automatiques, je vais le faire que pour des applications bureautiques, je sais qu'ils n'ont pas trop d'impact sur mes machines. Et auquel cas, cette fois-ci, on ne va patcher automatiquement que les applications qu'on a autorisées, qu'on a whitelistées. Et ici, vous allez choisir quelles sont les applications qu'on souhaite mettre à jour automatiquement. Après, on a des filtres sur le fait du patching automatique. Est-ce qu'on le fait pour toutes les applications, peu importe les CVE qui sont associés? Est-ce qu'on le fait que pour des applications dont les CVE ne sont que critiques? Enfin, vous pouvez choisir le score minimum. Et aussi une petite option parce qu'on peut patcher une application vers sa dernière version, même si la version antérieure qui est en cours de production n'a pas de CVE associé, juste pour le maintien vers les dernières versions, le maintien à jour vers la dernière version. Donc c'est cette option-là qui permet de définir ce qu'on souhaite faire.
Et après, pour les mises à jour de l'OS, à noter que la granularité nous permet de dire si j'applique toutes les mises à jour de l'OS ou uniquement les mises à jour critiques, voire les mises à jour importantes et critiques. Voilà un petit peu pour les options. C'est une fonctionnalité très, très facile à la mise en place, très facile à suivre. Voilà, c'est vrai que ça, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, ça épargne du temps aux administrateurs qui doivent faire ce travail de mise à jour des applications, des systèmes d'exploitation. On sait l'importance que ça a, notamment pour tout ce qui est ordinateur qui est exposé, notamment PC portables qui peuvent être connectés sur des Wi-Fi hors du LAN, etc. Ou des machines qui seraient, notamment les serveurs, j'entends, qui seraient exposés en direct sur Internet. Justement, c'est ces machines-là qui sont à risque, et notamment si en plus il y a pas mal de CVE associés au logiciel installé. Donc, voilà un petit peu pour la démo. Comme l'a dit Nicolas aussi, concernant l'utilisation, les tests, la démo, n'hésitez pas à vous adresser à nous en cas de questions, en cas de besoin d'aide. On est là pour ça. Et je vais laisser Nicolas terminer pour le petit mot de la fin. Non, bah alors le mot de la fin, c'est surtout passons aux questions. On en a quelques-unes. D'accord. Donc encore une fois, donc merci d'avoir suivi cette présentation dans son ensemble. N'hésitez pas à vraiment maintenant nous noter vos différentes questions. Je vous donne aussi une adresse sur laquelle vous pouvez nous joindre si vous voulez nous envoyer vos différentes questions après coup, éventuellement de façon, on va dire, plus personnalisée. N'hésitez pas à nous écrire. Pareil, si vous souhaitiez avoir une démo plus personnalisée par rapport à vos besoins internes, c'est quelque chose qui est possible. Et puis du coup, on va pouvoir switcher sur les questions. Alors, il y avait des questions sur les applications comme 7zip qui s'installent à la main. Non, moi, le 7zip, il me semble qu'on l'avait dans la liste, tout à fait. Donc, dès lors qu'il est installé, hein, on parle bien du patch automatique des applications déjà installées. Donc, s'il y a des 7zip sur vos postes, on va pouvoir détecter si effectivement on est sur une vieille version soumise à des CVE et proposer le patch nécessaire. Encore une fois, on est sur une solution qui détecte les CVE par rapport aux applications installées. Alors, on a une tâche d'installation de logiciels qui permet aussi d'installer des logiciels haute KZ par des moyens. Alors, on n'est pas sur un catalogue un peu comme là, c'est le cas, avec un beau listing de toutes les applications supportées qu'on souhaite mettre à jour automatiquement. Pour l'installation des produits haute KZ, on est sur un peu plus de travail, on va dire, de paramétrage. C'est pas une solution, on va dire, de déploiement à proprement dit, EZ, hein, c'est sur la gestion de la sécurité avant tout, mais il y a moyen de détourner qui permettrait de le faire. En tout cas, 7zip est dans la liste des logiciels qu'on peut patcher de manière automatique. Et l'autre question concernait les mises à jour du système d'exploitation. Effectivement, les mises à jour du système d'exploitation concernent aussi les mises à jour vers les versions supérieures, de Windows 10 à Windows 11 par exemple. Alors sur la question de rajout de cette option sur un Protect Entry, oui, c'est techniquement possible. Après, faut l'étudier au cas par cas parce que certaines fois, il est plus intéressant de passer au bundle complete directement que de prendre cette option en standalone. Mais en tout cas, c'est une possibilité pour répondre sur la question de DGC Techno. Sur le coût par poste, là par contre, je peux absolument pas vous le dire parce que ça va vraiment dépendre des quantités, des tranches tarifaires, des durées d'engagement, etc. Donc, je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre commercial pour obtenir cette information. On pourra vous la proposer en toute transparence sans souci. Donc, pour répondre à la question de Laurent, mais je pense déjà avoir répondu en répondant à la question précédente, effectivement, notre outil est fait pour patcher des applications déjà installées. Après, pour installer, je vais peut-être faire une petite prise en main, un petit partage juste pour montrer pour les personnes que ça intéresserait. On n'a pas, comme je disais, une belle liste où on peut choisir les applications, mais si on prend une tâche ici, d'installation de logiciels.
fait, on a deux choix, soit d'aller chercher directement les packages EZ qu'on souhaite déployer. Donc là, on fait référence au référentiel EZ avec le choix de tous les différents produits voilà, qu'on souhaiterait déployer sur les machines. Par contre, pour un produit autre, on n'a pas de listing. Par contre, on a cette installation d'URL, enfin installation par URL. Ça ne marche que pour les fichiers MSI. Pour les exés, ce sera plus l'exécution de commande, mais pour un MSI, on peut aller chercher en HTTPS le lien le lien de l'éditeur, par exemple si c'est du Firefox sur le site de Mozilla, jusqu'au fichier MSI Windows pour faire cette installation. Et si vous pouvez injecter par défaut, c'est de l'installation silencieuse, mais s'il y avait d'autres paramètres, d'autres switches à injecter lors de la phase d'installation, on peut le faire avec cette section paramètres d'installation. Mais bon, on voit bien que voilà, on n'est pas sur un outil fait pour déployer du logiciel, mais bien pour maintenir en sécurité le parc logiciel existant. Et alors du coup, Christophe, j'ai répondu à normalement à votre question sur la partie ajout de fonctionnalités. Hein. Alors je le redis, oui, on peut ajouter donc cette fonctionnalité sur un Protect Entry en termes de licence, mais encore une fois, demandez les deux simus à votre commercial. C'est pas forcément évident que ce sera moins coûteux que d'être sur un bundle complete. C'est un peu le jeu des bundles ou le fait d'être sur des licences un peu complètes. Au final, on tire vers le bas le coût de chaque solution. Non, on n'a pas de version autonome pour des clients qui n'utiliseraient pas EZ. L'un des prérequis, c'est comme je l'ai montré pendant la démo, tout ce qui est remontée de CVE et patching se fait par le biais de notre produit Endpoint. Donc, le prérequis, c'est à minima d'avoir les produits EZ Endpoint déployés sur les postes et serveurs qui sont concernés par cette volonté de suivre le patch automatique, enfin la remontée des CVE, le patching automatique. Et donc, non seulement avoir les produits endpoint installés sur les postes et les serveurs, mais aussi avoir la licence VAPM, donc Vulnerability Assessment Patch Management, comme je l'ai montré dans la console, en activant cette fonctionnalité sur les machines concernées. Ouais, ça, c'est vraiment parce que le but était vraiment pour EZ de fournir un outil à ses clients, à ses utilisateurs, sans avoir besoin d'avoir à installer un agent complémentaire. Donc c'est pour ça qu'on est sur ce modèle. Il y a des NFR dispo, il me semble. Oui, Alors, oui, oui, c'est possible, hein, encore une fois, Christophe. Donc rapprochez-vous de vos partenaires. Normalement, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Enfin, de vos partenaires. Rapprochez-vous de votre commercial plutôt. Il y aura normalement pas de souci. Alors merci pour votre message, Eric. Ravi de voir que les présentations ont leur utilité. Et oui, oui, la vidéo, alors ne vous inquiétez pas, en fait, pour toutes les personnes qui sont inscrites, vous aurez automatiquement un mail qui vous sera envoyé après coup. Alors, je sais plus sous quel délai, mais assez rapidement, avec un lien vers la vidéo enregistrée. Est-ce qu'éventuellement, il y a d'autres questions? Okidoc. Dans tous les cas, encore une fois, merci à vous d'avoir suivi cette présentation, d'être resté pour échanger sur la fin. Je vous redonne donc une adresse mail sur laquelle vous pouvez nous solliciter pour toutes vos questions. Et puis, écoutez, je vous souhaite à tous toutes et à tous une excellente journée, une bonne continuation et au plaisir d'échanger. merci à vous. Très bonne journée à tous.